Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal sur Géopolis Télévision. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. En RDC, le gouvernement estime à 1,4 milliard de dollars américains le besoin humanitaire pour l'année 2026. Cette somme vise à prendre en charge plus de 14 millions de personnes disséminées dans 19 provinces du pays. Ces chiffres ont été validés lundi à Kinshasa lors d'une session de haut niveau avec le partenaire et les organisations non gouvernementales. Le détail dans ce journal. À la une également, le phénomène Missoumari où la police nationale congolaise de Kalemi barricade le passage avec de clous pour accuser aux motards d'accéder en ville. Une opération qui handicape la mobilité de personnes, qui demande l'implication des autorités provinciales à lever tout de suite cette décision. À la une également, les leaders africains de la production et de l'exportation du café en valeur. L'Éthiopie entend désormais aller au-delà de la simple exportation de volume en misant sur le marché de niche et la qualité de ses fèves. Le pays ambitionne de renforcer la valeur ajoutée de sa filière café, pilier essentiel de son économie. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans le journal. Vous êtes 2 millions à nous suivre à travers le monde. Vous êtes bien sur Géopolis Télévision. On démarre ce journal parce que ce mardi 2 décembre, le FRDC, à travers leur porte-parole, le général-major Sylvain Ikenge, ont dénoncé de nouvelles violations des accords de Doha et de Washington par le Rwanda via ses alliés du M23 accusés d'attaquer leur position. Dans leur réplique, les forces loyalistes affirment avoir repris plusieurs zones présentement occupé par la rébellion. Suivez. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. La rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi est confirmée pour ce jeudi à Washington. Un nouveau round de pourparlers sous l'égide du président américain Donald Trump, très attendu à un moment où chacun des deux dirigeants envoie des signaux politiques forts. Pour Paul Kagame, par exemple, qui vient d'opérer un remaniement de son gouvernement et de son appareil sécuritaire. Félix Tshisekedi, par contre, lui, a publiquement fixé une ligne rouge
rouge à ne pas franchir dans les discussions? Quels sont les enjeux de cette évolution? Élément de réponse dans ce reportage. Un contexte de crispation, mais aussi une fenêtre diplomatique pour la RDC, le Rwanda. À Kigali, les remaniements surprises du gouvernement et du haut commandement sécuritaire est interprété par les observateurs comme une volonté de Paul Kagame de restaurer son premier siècle avant une phase décisive des négociations à Washington. En repositionnant des figures clés de la défense et de la diplomatie, le président rwandais voudrait illustrer sa volonté d'arriver à Washington avec un appareil d'État parfaitement aligné à sa cause. En tout cas, tout laisse penser. Olivier Nduhungirehe remercié était pourtant l'architecte rwandais de l'accord de paix entre les deux pays. À Kinshasa, Félix Tshisekedi adopte une posture de fermeté. Le chef de l'État congolais a tenu à rappeler certaines questions, notamment la souveraineté du pays et le retrait de forces soutenues par le Rwanda dans l'est de la RDC qui reste non négociable. Un message adressé autant à son opinion publique qu'à ses partenaires internationaux. En dépit de ces repositionnements stratégiques, pour Washington, l'objectif est clair, obtenir des engagements capables de réduire les tensions entre les deux voisins et de relancer un processus de paix déjà fragilisé par des combats sur terrain. En toile de fond, 3 enjeux majeurs au menu de discussion. Premièrement, la sécurité dans l'est de la RDC. Les États-Unis attendent un engagement mutuel pour réduire les hostilités, contenir l'avancée de groupes armés et établir un mécanisme de suivi plus contraignant pour toutes les parties. En outre, la responsabilité politique de deux capitales. Kigali est pressé de clarifier son rôle concernant le M23, tandis que Kinshasa doit démontrer sa capacité à stabiliser les zones reprises et encadrer ses forces locales. Ainsi, aussi la crédibilité du processus lui-même. Après plusieurs accords restés partiellement appliqués, Washington veut des garanties, notamment sur les déploiements d'observateurs, l'ouverture de couloirs humanitaires et l'engagement d'un calendrier précis. À tout prendre, les remaniements au Rwanda et la fermeté affichée par le président Tshisekedi traduisent en réalité un repositionnement stratégique avant une séquence diplomatique décisive. Chacun cherche à arriver à Washington en position de force tout en montrant sa volonté de négocier. Reste à savoir si ces signaux permettront de franchir une nouvelle étape vers la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et dans un télégramme rendu public ce mardi 2 décembre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani ordonne au gouverneur de province de la RDC de refuser toute manifestation de la plateforme politique Sauvons le Congo, nouvellement créée par Joseph Kabila. Les autorités congolaises voient en l'ancien président de la République le véritable chef de la coalition rebelle AFC M23, ce qui motive cette interdiction immédiate. Les détails, nous vous les suivrez dans nos prochaines éditions de ce journal. En RDC, le gouvernement estime à 1,4 milliard de dollars le besoin humanitaire pour l'année 2026. Il vise à prendre en charge plus de 14 millions de personnes disséminées dans 19 provinces du pays. Ces chiffres ont été validés lundi à Kinshasa lors d'une session de haut niveau avec les partenaires et les organisations non gouvernementales. Regardez. Au Salon Rouge de l'immeuble intelligent, la ministre d'État, Eve Bazaïba, a présidé la validation officielle de données humanitaires pour l'année 2026 en République démocratique du Congo. Elle a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables dans un contexte marqué par la baisse continue des financements humanitaires en RDC. Les partenaires ont adressé un tableau sombre. En 2025, la persistance de conflits, l'élargissement de zones d'insécurité et la fermeture de routes vitales ont aggravé les vulnérabilités. Le plan humanitaire n'a été financé qu'à 20%, entraînant ainsi la réduction des rations alimentaires, la suspension de traitements, l'affaiblissement de plusieurs services essentiels. Selon les résultats de l'analyse multisectorielle, 14,9 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire en 2026. Les chiffres consolidés donnent 5,35 millions de déplacés internes, 4 millions de retournés et 7,3 millions de personnes ciblées comme prioritaires. Le bailleur par la voix de Jung Scherder, ont salué les efforts techniques mais demandent une contribution publique plus claire
un usage renforcé de la Caisse nationale de solidarité et de mécanismes transparents pour les organisations non gouvernementales locales. Le CONAFOH appelle pour sa part à lever les obstacles administratifs et à garantir un accès humanitaire sécurisé en RDC. Quant au gouvernement, il devra mobiliser 1,4 milliard de dollars américains en ciblant en priorité 4,7 millions de personnes dans 19 provinces les plus touchées. En clôture, la ministre d'État a salué la résilience des équipes humanitaires et mis en avant des signes encourageants tels que la fin officielle de l'épidémie d'Ebola et des progrès contre la variole du singe et le choléra. Elle appelle en outre enfin à la réouverture urgente du couloir humanitaire pour reprendre la réponse plus efficace de 2026. Le ministre de la Justice a supervisé lundi 1er décembre 2025 la sortie de 61 prisonniers ayant bénéficié de la liberté conditionnelle à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette décision est diversement commentée. Si pour certains, elle permet de décongestionner les prisons, d'autres par contre redoutent les risques d'augmentation de taux de criminalité et d'insécurité dans la capitale congolaise. Didier Ilunga pour le commentaire. Ici, à la prison centrale de Makala, ce lundi 1er décembre 2025, l'émotion était palpable. 61 détenus ont franchi les portes de l'établissement pénitentiaire pour retrouver leur famille et tenter de reconstruire leur vie. Devant le bénéficiaire de cette liberté conditionnelle, le ministre de la Justice et garde-sceaux a adressé un message à la fois simple et fort, porteur d'espoir pour un nouveau départ. Afin de rassurer l'opinion publique, souvent sceptique face aux libérations conditionnelles, Guillaume Gueffa a tenu à souligner que la sélection a été effectuée avec la plus grande rigueur. Parmi ces personnes, il n'y a aucun Koulouna, aucun détourneur des deniers publics, ni aucun membre de l'opération Dobo. Nous avons également veillé à ce qu'il n'y ait aucune substitution de nom, a-t-il rassuré. Malgré ces discours, certains observateurs restent sceptiques quant à la décision de libérer les prisonniers, surtout en cette période de la veille des festivités de fin d'année. Certains craignent que la libération conditionnelle de prisonniers ne puisse accroître l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Rappelons que depuis le 13 novembre dernier, une première vague de 114 détenus à travers le pays a été concernée par cet arrêté, dont 61 à Kinshasa, dans 14 établissements pénitentiaires sur le 132 qui compte la RDC. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a effectué ce mardi une descente au siège de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi, de convention, de collaboration. Et à l'occasion, pour la chef du gouvernement de la RDC, de constater plutôt les avancées réalisées par cette structure chargée de superviser et suivre la mise en œuvre de conventions signées entre l'État congolais et ce partenaire, tout en optimisant certains contrats pour générer de gains réinvestir plutôt dans le projet de développement prioritaire. Lors des échanges avec le personnel et les responsables de l'agence, Judith Suminwa a salué les résultats obtenus et insisté sur l'exigence de rigueur et de qualité dans l'exécution de ce projet. La première ministre Judith Suminwa toujours a accordé une audience à une délégation de l'association de femmes d'exception du Congo, conduite par sa présidente Lydie Omanga. Les échanges qui se sont déroulés à la primature ont porté sur les initiatives visant à promouvoir l'inclusion financière de femmes. Daniela Kalala pour le reportage. Pour moi, c'est vraiment le rôle que vous êtes censé jouer pour la connectivité du pays dans le cadre du suivi des projets d'infrastructure, parce que sans connectivité, on n'aura pas de développement et il faut assurer que le travail se fasse correctement, raison pour laquelle j'ai insisté qu'on puisse vous remettre dans vos droits, que vous puissiez jouer votre rôle compte tenu de notre cadre institutionnel, de nos lois et règlements. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, moi, je vais faire ma part en tant que tutelle, mais je pense que le plus gros, c'est vous qui allez devoir le faire dans le cadre du suivi des projets. Donc, moi, je n'attends que ça. On a des résultats à atteindre. La vision du chef de l'État, comme je l'ai dit, c'est la connectivité. Et c'est avec ça qu'on va développer le pays. Donc, moi, je compte sur vous. Et je suis sûr que vous pourrez nous rendre fiers d'avoir été la tutelle de cette structure importante.
La RDC célèbre une victoire sanitaire majeure, la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Kasaï. Après 42 jours sans nouveau cas, le gouvernement confirme la maîtrise rapide de la flambée, fruit d'une riposte plutôt coordonnée, soutenue par les avancées scientifiques nationales et l'engagement des équipes sur le terrain. Une décision, une étape plutôt décisive pour le système de santé congolais. Daniela Kalala pour le commentaire. La République démocratique du Congo a tourné une page majeure de son histoire sanitaire. Ce lundi 1er décembre, le gouvernement a officiellement déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï après 42 jours sans aucun nouveau cas. Rarement, nous avons des bonnes nouvelles. Nous sommes souvent là pour annoncer le début d'une épidémie, mais aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la fin d'une épidémie. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a profité de cette cérémonie pour féliciter les équipes engagées en première ligne et rendre hommage à une figure incontournable de la lutte contre Ebola, le professeur Jean-Jacques Muyembe. Mais grâce à lui, nous avons énormément de chercheurs, énormément de professeurs qui sont maintenant capables de travailler, même si un jour le professeur Muyembe n'est plus là. Et pour cela, je voudrais vraiment qu'on lui rende hommage. Sa disponibilité, en tout cas dans cette 16e épidémie, a été telle que c'est lui qui m'a confirmé que c'était la souche Zaïre, parce que je l'appelais tout le temps. Il m'a confirmé que c'est la souche Zaïre, il m'a dit « Ok, tu peux utiliser le vaccin, parce que le vaccin est adapté pour cette souche-là. » Je voudrais donc ici qu'on ne soit pas seulement dans les hommages. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a décidé de créer le prix Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. L'Institut national de santé publique salue une riposte rapide et coordonnée. Son directeur général, le docteur Dieudonné Mwamba-Kazadi, rappelle que cette 16e épidémie d'Ebola a été maîtrisée en un temps record. L'Institut national de santé publique, qui a conduit de mettre cette réponse, est particulièrement fier du travail accompli avec efficacité sur le terrain, en un temps record, car seulement 6 semaines, on a pu contrôler la maladie avec la sortie du dernier cas confirmé en date du 19 octobre 2025. Maladie rare, mais souvent mortelle, Ebola est désormais mieux contrôlée en RDC grâce aux vaccins, aux outils de diagnostic et à une coordination renforcée. La fin de l'épidémie ouvre une nouvelle phase, celle du renforcement de la surveillance, de la recherche et de la prévention. Après Kinshasa, rendons-nous dans la province du Tanganyika où le phénomène Missouri, où la police nationale congolaise de Kalemi barricade le passage avec des clous pour refuser aux motards d'accéder au centre-ville. Une opération qui handicape, selon la population, interrogée par votre télévision, la mobilité des personnes qui demandent justement à l'implication plutôt de l'autorité provinciale afin de lever cette décision qui handicape la circulation. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, la police de circulation routière a installé des hearses à plusieurs endroits stratégiques de la ville. Selon la société civile locale, cette initiative vise à contraindre les conducteurs de moto à payer une caution de 55 000 francs congolais qui serait une taxe initiée par la mairie. Bon, nous demandons à l'autorité provinciale, surtout parce que c'est elle qui a pris cette décision, de bien vouloir voir encore cette décision parce qu'aujourd'hui, le transport est devenu trop rare et trop difficile. Imaginez quelqu'un qui peut quitter la cité jusqu'au niveau de Kichanga, il peut payer 5 000 francs parce qu'on commence à mettre les histoires qui parlent la route aux motards, aux bajadistes. Nous demandons à l'autorité provinciale de bien vouloir revenir à la raison, de bien raisonner à cette histoire, surtout à la taxe qu'on est en train de demander aux motards et aussi au gouvernement national de bien vouloir aussi raisonner parce que la population de toute la République est en train de souffrir en général et surtout la population de la province du Tanganyika, on est en train de souffrir et nos motards, nos bajadistes et d'autres conducteurs souffrent beaucoup. Tout près de la base de la mission onusienne MONUSCO dans la ville, la situation a dégénéré. Un affrontement violent a éclaté entre les agents de la PCR et les motards. Des jets de pierres ont été enregistrés de part et d'autre, mettant en danger le passager ainsi que certains biens
notamment le pare-brise des véhicules. La population a dès ces faits demandé aux autorités provinciales de revoir cette décision qui a accentué la rareté des moyens du transport en commun. On demande à l'autorité provinciale de bien vouloir revenir à la raison, de laisser l'accès aux motards de bien circuler la ville de Calais parce que les routes ne sont pas bien asphaltées. Depuis plusieurs semaines, cette taxe de 55 000 francs congolais ne fait pas l'unanimité au sein de la population de Kalemi, suscitant ainsi mécontentement et incompréhension. Et en sport, les sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre a rendu public ce lundi 1er décembre 2025 la liste de 26 joueurs retenus pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 prévue en décembre de cette année au Maroc. Cette liste voit le retour plutôt de Simon Banza et les absences par exemple de Yohan Missa et de Dimitri Perto notamment. Daniela Kalala pour le commentaire. Cette liste très attendue par les supporters congolais réserve quelques surprises. Parmi les habitués de la sélection, 2 absences majeures retiennent particulièrement l'attention. Celle de l'attaquant de Newcastle United, Yohan Wissa, récemment remis d'une blessure mais encore 100 ans de jeu cette saison, ainsi que celle du gardien Dimitri Bertin. En revanche, Sébastien Desabre a choisi de réintégrer Simon Banza, absent lors du dernier rassemblement, pour apporter davantage de profondeur offensive aux Léopards lors de cette CAN 2025. La compétition sera également l'occasion de découvrir plusieurs jeunes talents congolais convoqués pour la première fois. Parmi eux figurent Balikwisha, Sadiki, Epolo, Sipemba, Mbuku, Fayulu, Mario Stronskens et Mukau, de jeunes joueurs prometteurs impatients de faire leurs preuves sur la scène continentale. Avec ces groupes mêlant expérience et jeunesse, les sélectionneurs français entendent bâtir une équipe compétitive capable de se hisser au plus haut niveau. Les Léopards aborderont ainsi la CAN 2025 avec l'ambition de créer la surprise au royaume chérifien et d'écrire une nouvelle page de leur histoire dans les annales du football africain. Mi-novembre 2025, le régulateur de l'amont pétrolier Nigeria, NPCR, avait annoncé que le cycle d'appel d'offres pétrolier 2025 sera lancé à partir du 1er décembre 2025, sans détails précis concernant la liste de blocs, les critères de sélection et les calendriers détails. Vous avez bien compris, il s'agit de la page internationale. Le Nigeria a officiellement ouvert son appel d'offres pétrolier 2025 en proposant un total de 50 blocs à explorer et à développer. L'annonce a été faite lundi 1er décembre 2025 par la NUPRC, l'institution chargée de la régulation du secteur pétrolier en amont. Selon les informations communiquées par la Commission, les blocs proposés couvrent des zones situées à terre en eau profonde et des bassins dits frontières, c'est-à-dire peu ou pas exploré du tout. Dans le détail, la NUPRC explique que l'appel d'offres concerne 15 blocs à terre, 19 en eau peu profonde, 15 blocs dans des zones peu explorées, ainsi qu'un bloc en eau profonde. Elle précise que cette répartition vise à attirer autant des opérateurs nationaux qu'internationaux, disposant de capacités techniques et financières pour développer ces actes. Le processus s'inscrit dans le cadre du Petroleum Industry, la loi entrée en vigueur en 2021 pour réorganiser la gouvernance du secteur pétrolier. D'après le National Bureau of Statistics, l'industrie a concentré près de 88% de la valeur totale des exportations en 2024, ce qui en fait la principale source de devises du pays. Leader africain de la production et de l'exportation de café en valeur, l'Éthiopie entend plutôt désormais aller au-delà de la simple exportation de volume en misant sur le marché de niche et la qualité de ce fèvre. Le pays ambitionne de renforcer la valeur ajoutée de sa filière café, pilier essentiel de son économie. En Éthiopie, la filière café souhaite accélérer la montée en gamme de sa production. C'est dans cette optique que l'association du café de spécialité a été inaugurée le mardi 25 novembre dernier à Addis Abeba en présence des responsables du ministère de l'Agriculture et de l'autorité éthiopienne du café et du thé.
Dirigée par un conseil d'experts du secteur, cette nouvelle organisation faîtière se positionne comme la première plateforme nationale entièrement dédiée au développement du café de spécialité. Elle a pour mission de promouvoir le café de spécialité éthiopien à l'international, de maintenir des standards de haute qualité, de soutenir la durabilité et de créer des opportunités pour les producteurs, les exportateurs et les coopératives. Selon l'Organisation internationale du café, le café de spécialité désigne des fèves exemptes d'impureté et qui présentent des attributs sensoriels distinctifs permettant d'obtenir un score de plus de 80 points dans une analyse sensorielle. En plus de la qualité intrinsèque, les cafés de spécialité doivent avoir une traçabilité certifiée et répondre à des critères de durabilité environnementale, économique et sociale tout au long des étapes de la production. Après la réalisation de cette page internationale par Juji Nende, je vous convie tout de suite de suivre cette revue de presse avec Daniela Kalala. La fin d'Ebola. Voici les sujets qui retiennent l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Selon la référence Plus, le lundi 1er décembre 2025, la République démocratique du Congo a déclaré la fin officielle de la 16e épidémie d'Ebola, confirmée depuis septembre dans la province du Kasaï. La déclaration met un terme à une période marquée par une vigilance sanitaire soutenue. Info 27 précise que la déclaration de la fin de cette épidémie marque la clôture d'une période de surveillance sanitaire rigoureuse après 42 jours sans nouveaux cas depuis la rémission du dernier patient enregistré le 19 octobre. Les journaux rappellent que le virus Ebola reste pourtant redoutable, très contagieux, mais que les avancées scientifiques, l'existence d'un vaccin fiable et la professionnalisation des équipes de terrain permettent aujourd'hui d'éviter les flambées des grandes ampleurs. Dans la continuité, Forum des AS souligne que le gouvernement a créé le prix Jean-Jacques Muyembe destiné à reconnaître et pérenniser l'apport scientifique et humanitaire du professeur Muyembe, figure majeure de la lutte contre Ebola. Annoncé par le ministre Samuel Roger Kamba lors de la cérémonie marquant la fin de l'épidémie, ces prix visent à récompenser tout prestataire de soins engagé dans la lutte contre l'épidémie et marquent la volonté de célébrer ces héros de la santé publique et de renforcer la résilience du pays. Après ces blocs, la manchette rapporte que, ce même 1er décembre, Martin Fayulu a publié sur X un message fort, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, appelant le peuple à se mobiliser pour préserver l'intégrité du territoire et à une prise de conscience collective face aux menaces persistantes. Le potentiel replace cet appel dans un contexte plus large, marqué par un accord de paix présenté comme historique entre la RDC et le Rwanda, en vue d'une rencontre à Washington sous la pression du président américain Donald Trump. Le journal évoque de nombreuses zones d'ombre, garanties pour une paix durable dans l'Est, assurance pour les retraits effectifs du M23, scepticisme à Kinshasa et même la crainte que les États-Unis puissent être vus comme l'un des artisans d'une possible balkanisation du pays. Le potentiel rappelle que Martin Fayulu a rejeté la signature de ces textes qu'il considère comme un pas dangereux pour la République. Enfin, Congo Nouveau indique que le Sénat a déclaré recevable le 28 novembre le projet de loi visant à modifier et compléter la loi financière du 1973. Présenté par le ministre Onej Sele, cette réforme considérée comme la plus vaste depuis l'époque post-coloniale veut corriger un cadre devenu source d'incohérence, d'abus et d'insécurité juridique. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a proposé un mercurial du droit coutumier ainsi qu'un site officiel pour les transactions immobilières. Fin de cette revue de presse, au revoir. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Je rappelle les principales articulations. En République démocratique du Congo, le gouvernement estime à plus de 1 milliard de
dollars américains de besoins humanitaires pour l'année 2026. Il vise à prendre en charge plus de 14 millions de personnes disséminées dans 19 provinces du pays. Ces chiffres ont été validés lundi à Kinshasa lors d'une session de haut niveau avec le partenaire et les organisations non gouvernementales. Des détails vous avez suivi dans ce journal. Au sommaire également de cette édition, c'était le phénomène Moussoumari où la police nationale congolaise de Kalemi, là nous sommes dans la province du Tanganyika, barricade le passage avec des véhicules de clous pour refuser aux motards d'accéder au centre-ville, une opération qui handicape la mobilité, la population, et elle appelle l'implication des autorités provinciales pour mettre fin à cette situation. Et à l'étranger, nous avons parlé de leader africain de la production, de l'exportation de café en valeur, l'Éthiopie qui entend désormais aller au-delà de la simple exportation de volume en misant sur le marché de niche et la qualité des fèves. Le pays ambitionne de renforcer la valeur ajoutée de sa filière café, pilier essentiel de son économie. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.